La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, eh bien, je vous les représente très rapidement. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Saïdi Kaba, spécialiste de l'Afrique, journaliste, écrivain, Laure Simoès, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. Les Cubains de la Havane n'avaient plus vu un président américain en exercice à Cuba depuis 88 ans. Barack Obama à Cuba, c'est peut-être le point d'orgue du rapprochement entre Washington et la Havane, un rapprochement qui a commencé en décembre 2014. Le président américain que vous voyez ici à l'image avec Raúl Castro ont donné lundi soir une conférence de presse commune. Le dirigeant cubain, il faut bien le dire, qui n'est pas très habitué à l'exercice de la conférence de presse et encore moins habitué à ce qu'on lui demande des comptes en public sur la question des droits de l'homme. Regardez la petite scène à laquelle on a assisté lundi soir. Donnez-moi une liste de ces prisonniers politiques. Montrez-moi cette liste maintenant et je les relâcherai. Quels prisonniers politiques? Inscrivez-moi leur nom et leur nombre sur une liste à la fin de cette rencontre. Et s'il s'agit en effet de prisonniers politiques, je les libérerai avant la tombée de la nuit. C'est un énorme numéro quand même, Vincent Hugeux. Oui, mais qui ne me fait pas vraiment sourire pour le coup. Pour être allé à Cuba à plusieurs reprises et avoir eu la chance de regarder les arrière-cuisines du triomphe de la Révolution, je trouve ça d'un cynisme assez confondant. Il veut une liste, mais c'est très simple. Il se tourne vers un dissident cubain qui s'appelle Elizardo Sanchez, qui dirige le comité cubain des droits de l'homme, tout juste toléré par le régime. Et il aura déjà en première intention une liste de 81 noms de prisonniers aujourd'hui détenus pour des raisons politiques. Alors évidemment, vous connaissez la martingale, elle fonctionne sous toutes les latitudes. On prétend que ce sont des droits communs, évidemment. Mais il y a, à minima, ces 81-là dont les noms sont parfaitement connus. Donc cette visite historique aura au moins eu ce mérite, c'est que Raúl Castro est maintenant informé de cette réalité politique et carcérale. J'ai précisément un dessin là-dessus, donc je vais me faire ce plaisir. Un dessin de Maureen, dessinateur américain, qui fait effectivement référence à cette conférence de presse. On voit Raúl Castro qui dit « Prisonnier politique Quel prisonnier politique Tiens-moi mes lunettes », dit-il à son garde derrière. « Je n'en vois aucun. » Voilà, ça se prêtait à l'échange. Moi, je suis très étonné par les gens qui pensent que Barack Obama est naïf, que ce voyage est un cadeau à la dictature cubaine, que je suis très étonné que la communauté cubaine de Floride soit le frein sur cette histoire. Je suis très étonné que ça, parce qu'en fait, on se rend très bien compte, je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé ici quand il y a eu les premières... les Américains vont enlacer les Cubains, ils vont les embrasser sur la bouche, ils vont dissoudre cette révolution. Tout le problème des Cubains aujourd'hui en signant ces papiers, c'est comment ne pas être dissolu dans l'étreinte qu'ils vont faire. Les Rolling Stones, c'est à Cuba. Enfin, toi qui connais, puisque tu es allé, moi je suis allé il y a 25 ans à l'époque triomphante de Fidel, mais c'est des révolutions. Si demain le Sénat accepte de lever l'embargo sur Cuba, la révolution cubaine est cuite dans les 12 mois. Il y aura 17 Vous pensez qu'on ne va pas aller vers un modèle plutôt chinois, c'est-à-dire une ouverture mais il faut être la Chine pour économique tenir. Faut peser 1 milliard de gens, il faut avoir des armes, il faut avoir un parti communiste qui est encore vaguement crédible. Vous pensez que c'est fini? Non, la thèse de Obama rejoint les arguments que Ziad développe. Obama dit que la stratégie qu'on a adoptée jusqu'ici n'a pas donné les résultats qu'on attendait et qu'il faut changer de fusil d'épaule. Peut-être qu'il faut s'ouvrir à Cuba. Introduisons-nous chez eux et peut-être que le changement pourrait se produire de l'intérieur. C'est une stratégie défendable que le temps va nous permettre de pouvoir apprécier. Mais c'est déjà un pas, je pense, dans l'évolution des relations entre les États-Unis et Cuba. Il reste un certain nombre de contentieux, naturellement. Guantanamo, que le Cubain ne digère pas, la restitution de la base. Il reste d'autres contentieux. Il faut que les Américains, sans doute, soient vigilants sur la question des droits de l'homme. Mais c'est déjà une amorce. Et il est important de rappeler qu'il y a derrière tout ça l'ombre de Mandela. Parce que la première poignée de main entre Raúl Castro et Obama a eu lieu en décembre 2013 à Johannesburg, lors des obsèques d'Obama. Il y aura peut-être un changement de régime aussi, parce que ça c'est très important, parce que normalement... 2018. 2018, Raúl Castro est censé partir. Oui, alors...
que le rêve à peine secret du régime, ce soit précisément une sorte de clone du syndrome chinois, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, c'est ce qu'ils espèrent. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte que la libéralisation économique, qui a d'ailleurs d'une certaine manière déjà été amorcée, quand on a dépénalisé le petit commerce privé, etc., va occuper des Cubains qui, quoi qu'on en dise, vivent quand même sous l'étouffoir d'une sorte de misère révolutionnaire depuis des décennies, et l'écarter, cette population, de fantasmes démocratiques. Simplement, encore une fois, La Havane, ce n'est ni Pékin ni Téhéran, et qu'il faut une puissance de feu policière qui a certes fait ses preuves, mais qui risque d'avoir du mal à imposer cette sorte de grand écart permanent. Bon, et en même temps, soyons lucides là-dessus, les Cubains ont vécu là, pendant cette visite, une sorte de bol d'air, une respiration, mais ils ne se bercent pas d'illusions. Je reprendrai une petite référence historique. Il se trouve que j'étais à Cuba lors de la visite de Jean-Paul II, donc, ce qui ne nous rajeunit pas. Eh bien, le régime avait une maîtrise parfaite du clapet droits de l'homme. On a libéré quelques dissidents à la demande du souverain pontife en passage, et ils sont retournés à la case-prison dans les semaines qui ont suivi. Donc voilà, ne nous berçons pas plus d'illusions sur le pouvoir subversif de cette visite à terme. Juste une phrase pour faire la transition avec le dessin qui suit, parce que moi je les vois. Ah, vous l'avez vu. Petit coquin. Je pense qu'il va falloir quand même s'intéresser à l'impact Obama. C'est un personnage qui est souvent un peu caricaturé, soit c'est le béni oui-oui, soit c'est Je trouve quand même que c'est un personnage qui essaye d'imprimer une direction à l'Amérique qui est quand même assez importante sur l'Iran, sur Cuba, sur les droits de l'homme, sur l'implication militaire. On n'a pas beaucoup parlé là des drones, etc. Mais bon, ça a une certaine efficacité. Ce personnage, je pense que il va être un peu le temps de s'intéresser à ce qu'il a fait. Il nous manquera certainement si c'est Donald Trump qui va régler les problèmes du monde à coups de botte. Est-ce que vous nous direz la même chose de François Hollande? Non, parce que on aurait pu en parler, mais parce que la stratégie américaine, par exemple au Moyen-Orient sur l'État islamique, ça fonctionne beaucoup mieux que nos quatre. Bon, après, c'est pas les mêmes moyens, mais quand même, je pense que ce monsieur est loin d'être irréaliste et il imprime une direction à son pays, ce qui explique peut-être aussi la réaction extrêmement violente du conservatisme américain contre cette direction. Et Laure, justement, vous avez fait la transition. Oui, les dessinateurs cubains célèbrent plutôt la figure d'Obama. On a ce magnifique dessin d'Ares qui reprend l'image de campagne d'Obama, le Yes We Can, qui devient un Yes We Came, évidemment. Cet autre dessin de Falco, autre dessinateur cubain, ultra graphique, où on voit cet Obama un peu rebelle avec la casquette à l'envers et qui vient renouer là, avec ce Cuba qui est pour mettre fin à cet embargo. On voit le petit drapeau cubain en hommage. Alors j'aime bien ce dessin aussi d'un dessinateur mexicain, Jorge Pene. C'est vrai que l'événement a quelque chose de tellement inédit que l'on pourrait presque, le comparer à cette première fois où l'homme a marché sur la Lune. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, Chonu, dessinateur français, a eu cette même idée. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc, c'est dire que, effectivement, les dessinateurs célèbrent plutôt cette étreinte. C'est un joli mot que tu as employé tout à l'heure. J'adore ce dessin de Boligan, dessinateur mexicain. Il est extraordinaire. On voit Raúl Castro qui laisse entrer Obama en cachette. On devine que la petite main, là, c'est celle de Raúl, qui lui montre le chemin. Un Obama un peu circonspect. Et puis en premier plan, Fidel Castro qui est avachi et endormi devant sans doute un match de baseball. Cet autre dessin de Patrick Chapat, dessinateur suisse, impérialiste non plus go home, mais Come Home. Là aussi, on a tous les clichés sont là. Et puis, ce que j'aime beaucoup, alors le baraque en touriste, effectivement, mais encore en arrière-plan, un Fidel Castro gris et complètement végétatif. J'aime beaucoup aussi ce dessin de Pedro Molina, un dessinateur nicaraguayen, Socialismo o muerte, sous socialisme ou mort, avec cette utilisation subliminale des grandes marques américaines. Alors, on voit le S de Superman, Starbucks Coffee, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, tout y passe, Apple évidemment. Ce qui est intéressant, c'est Cialis. Je ne sais pas si c'est un lien subliminal ou sur le fameux médicament, mais Cialis. Bien vu.
une explication pour et puis enfin pour terminer avec ce super qui impressionne beaucoup Vanessa. Superbe dessin du rock. Notre 73 ans, Mick Jagger. Il a la grande forme. Hein. Notre ami Kishka. On espère tous. Oui, les Cubains pourront reprendre en chœur I Can Get No Satisfaction. Ils n'ont pas eu beaucoup. Un petit point quand même rapide, parce qu'il y a un passage de la tournée latino de Obama qui a été peu commenté, c'est l'Argentine. On est le 25 mars, c'est-à-dire qu'hier, c'était le 40e anniversaire du triomphe d'un des régimes militaires les plus abjects que la planète ait porté. Et le passage d'Obama au Parc de la Mémoire de Buenos Aires, je crois, est loin d'être anodin. C'est ce que je vous disais sur Barack Obama. Allez, c'était une semaine d'élections sur le continent. Alors, il y a eu des scrutins sans surprise. Hein. C'est le cas au Congo-Brazzaville. Il y a même eu des scrutins sans scrutin, c'est vous dire. Il y a même eu des scrutins sans candidat qui étaient à l'hôpital. C'est sur un cran supérieur, on pourrait dire les choses ainsi. Denis Sassou Nguesso, hein, c'est le scrutin sans scrutin. Écoutez, moi j'ai tweeté ce matin un petit trait d'ironie en disant, au fond, écoutez, il fait 90% en 2002, 78% en 2009. 60 donc, à l'horizon 60% cette fois, donc à l'horizon faire... 2037 ou 2044, il sera sous la barre des 50%. Tous les espoirs sont permis. Allez, ça fait plus de 30 ans quand même, on le dit à nos téléspectateurs, que Denis Sassou Nguesso est à la tête du Congo-Brazza. On va en parler avec vous, Seydik aussi, c'est au Niger, il nous a surpris Mamadou Issoufou, lui aussi. Il a été réélu alors que l'opposition a boycotté le scrutin, que le chef de l'opposition est hospitalisé à Paris parce que ça faisait 4 mois qu'il était en détention. Et puis il y a le Bénin. Alors le Bénin, on salue le Bénin parce que le scrutin était quand même exemplaire. Alors après on peut chipoter, etc. Ah non. Oui. Non, exemplaire. Oui. Exemplaire. Vous venez de citer 3 figures de style différentes, assez emblématiques des simulacres démocratiques. Car certes, le Bénin a une vitalité pluraliste que pourraient lui envier beaucoup de pays africains. Certes, il a été le pionnier des grandes conférences nationales souveraines qui, à partir de 1990, ont ébranlé le marigot des caïmans du parti unique. Tout ça est vrai, mais écoutez, c'est quand même la victoire d'un homme d'affaires au passé pour le moins sulfureux. Oui, mais il a été choisi par les Béninois. Un véhicule politique. Mais il a été choisi par les Béninois, Vincent. On va l'écouter, Patrice Talon. C'est le nouveau président du Bénin. Et même si vous ne l'aimez pas beaucoup, même si en effet il a un passé sulfureux, et même s'il a des casseroles. Il n'y a rien d'affectif là-dedans. On est dans la science politique. Il a été élu par les Béninois. Allez, Patrice Talon. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier, l'ensemble des électeurs, tous les candidats, ainsi que les institutions ayant participé d'une manière ou d'une autre au déroulement de cette élection. Seydik Kaba, c'est un scrutin exemplaire ou alors vous êtes plus partagé quand même comme Vincent? Il y a un dénominateur commun à ces 3 pays-là. C'est que les 3 pays ont entamé l'expérience démocratique quasiment en même temps, après les années 90, avec chacun des conférences nationales. Le Congo et le Niger a connu 3 déraillements de train, puisque après 90, il y a eu le coup d'État de 96, le coup d'État de 99 et le coup d'État de 2010. Le Congo est dans une situation quasiment de crash démocratique, parce que ce n'est même plus une sortie de route avec ce qu'on voit aujourd'hui au Congo. Moi, je pense que c'est un crash démocratique. On aura l'occasion d'y revenir. Le Bénin, malgré tout ce qu'on peut dire, a gardé une trajectoire démocratique avec des alternances. Oui, ça c'est vrai. Avec des alternances Absolument. Régulières. Kérékou est parti, il est revenu. Par les urnes. Par les urnes. D'abord par les armes. Et l'autre, celui qui lui a succédé, son nom m'échappe. Nicéphore Soglo est parti, il est revenu. Donc il y a des situations d'alternance démocratique avec des scrutins qui sont consensuels. Maintenant, la démocratie béninoise aussi a ses insuffisances. Ces milliardaires, d'ailleurs, dès 2006, Yahi Boni, un inconnu qui n'est pas un professionnel politique, était venu de la BOAD avec la fortune qu'il a et avec le soutien de Talon, par Talon, avec l'achat de voix et arriver à accéder au pouvoir. Ça, c'est un travers de la démocratie béninoise, mais qui se porte dans une situation bien meilleure si on la compare à celle du Niger et à celle du Congo. Ce que je trouve difficile, c'est qu'aussi on demande beaucoup d'exemplarité sur le terrain démocratique à des pays qui sont dans des situations parfois politiques, sécuritaires, stratégiques, économiques extrêmement difficiles. Et moi, je pense qu'il faut toujours regarder vers le verre à moitié plein que vers le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que maintenant les opinions publiques ne sont plus dupes.
elles savent très bien ce qui se passe, elles savent très bien que ceci a été acheté ou pas acheté, elles savent très bien que les élections ont été trafiquées ou pas trafiquées, elles connaissent les taux de participation. Parce qu'elles étaient dupes avant, ces opinions publiques? Non, c'est que c'était pas... Vous pensez qu'il y a 20 ans, quand les scrutins étaient volés, il y a une nouvelle étaient dupes? génération qui s'est émancipée, comme vous disiez, dans les années 80-90 du parti unique. Il y a des nouvelles générations urbaines qui sont très différentes des générations de leurs parents. Et ces nouvelles générations, elles sont parfaitement conscientes, elles allaient dire politiquement conscientes. Ce qui n'empêche pas l'Afrique d'avoir d'énormes difficultés, que ce soit les particularités régionales. Je sais que c'est un cliché, mais c'est une réalité. Au Congo, au Bénin, au Niger, il y a des particularités régionales. On ne va pas dire ethnique, c'est plus à la mode, mais régionales qui pèsent lourdement. Il y a des particularités économiques qui pèsent lourdement. Quand vous pouvez corrompre des dizaines de milliers d'électeurs avec un billet de 10 000 CFA pour les faire venir au stade et les faire voter, c'est clair que vous n'avez pas une majorité, vous n'avez pas des démocraties exemplaires à la suédoise, si tant est que la Suède est exemplaire. Ce qui compte, c'est le train, c'est le mouvement. Et moi, je pense qu'il faut... Mais il y a dans des pays où il n'y a pas... Enfin, il y a plus de mouvements quand même que oui, que au dans Niger, d'autres. par exemple, le Nigeria. Au Congo-Brazza, il n'y a pas un gros mouvement. Au Congo-Brazza, il n'y a pas de mouvement. Au Tchad, vous allez voir peut-être... il n'y aura pas de gros mouvement non plus. On en parlait un peu avant le plateau. Au Tchad, il va y avoir un arrangement stratégique pour sauver le président. Au Nigeria, qu'on pensait ingérable, ils ont une élection exemplaire, avec par ailleurs des procédures de justice derrière qui se passent relativement bien. Je veux dire l'Afrique, c'est pas une Afrique, c'est 50... à chaque fois, je me trompe sur le nombre. 54 Afriques qui sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Et il faut tenir compte de cette diversité. Et il faut tenir compte que le train, malgré tout, avance et il ne recule pas. Ce qui est important dans une période aussi certains difficile. pays, hélas, il est bloqué global sur la marche. Ah oui, mais le train global, à mon sens, c'est parler de l'Afrique dans sa globalité est un non-sens économiquement, socialement et politiquement. Moi, je veux dire, là encore, sur le Bénin, je ne le range pas dans la même catégorie que le Congo, le Cameroun, le Gabon, etc. Où là, on est vraiment dans des logiques de démocratie confisquée et de simulacre. Les signes d'espoir, car il y en a, et plus qu'on le dit parfois, ils nous viennent jamais du sommet, puisque un pouvoir de nature autocratique ne peut pas survivre à sa propre ouverture. Donc, sans faire de basisme démagogique, moi, les bons signaux des derniers temps, c'est ce qui se passe par exemple au Burkina Faso. Et c'est la question que vous posez tout à l'heure. Non, je reviens sur la séquence. Retour des milices, pouvoir. Mais c'est pas si simple que ça. Tu as quand même la démocratie, c'est pas l'élection du président ou la défaite du président. La démocratie, c'est des procédures démocratiques, c'est des journaux, c'est des libertés publiques, c'est des prisons qui sont pas remplies au hasard. C'est que l'argent ne règne pas en maître. Ça, c'est la démocratie. Après, que des chefs d'État l'incarnent mieux que d'autres, je suis parfaitement d'accord. Mais il y a un mouvement qui se passe en bas qui est réel et qui est pas un mouvement factice. qui se passe en bas. J'y viens. Oui. N'ayons pas la mémoire courte. On a quand même à Ouaga, il n'y a pas si longtemps, une sorte de caricature du putsch vintage avec le lieutenant Entréhi qui vient annoncer laborieusement un texte écrit par d'autres sur la nécessité de sauver le pays du chaos. Bon, eh bien ça, c'était possible il y a 20 ans. Ça n'est plus possible maintenant parce qu'il y a un phénomène, bien sûr, qui est aussi lié à la fluidité de l'information et à l'usage de certains réseaux sociaux, etc., mais aussi sans la magnifier à la société civile. Vous avez eu au Sénégal, il y en a marre. Vous avez eu le balai citoyen. Vous avez maintenant même au Tchad, un pays qui reste verrouillé politiquement, des efforts qui, sont, semble-t-il, pour le moment, étouffés par le pouvoir, le trop c'est trop, etc. Donc, vous avez même un pays comme la République démocratique du Congo, qui, comme toutes ces nations qui ont démocratique dans leur nom, sont un peu suspectes en la matière. C'est comme populaire. La lucha, la lutte pour le changement. Vous avez des gars qui sont en tôle parce qu'ils ont voulu importer, d'une certaine manière, un peu de subversion politique au sens noble du terme. Mais tout ça, ça bouge. C'est-à-dire que on ne peut plus simplement... Je suis absolument d'accord avec Vincent. C'est que plus rien ne sera comme avant en Afrique. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte à Facebook. Aujourd'hui, on vient de parler du Congo. Il y a quelques années, les choses se seront passées beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il y a de la résistance. Les gens sont en train de s'organiser. Donc, il y a cet éveil de la jeunesse africaine qui fait qu'aujourd'hui, au Tchad, par exemple, à la veille des élections, à quelques jours des élections, certains acteurs de la société civile ont été arrêtés et placés en détention. Je pense qu'il y aura de la résistance. Moi, c'est ça. Il y a aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les choses se passent au Congo, un peu au Niger et même ailleurs, on peut être un peu sceptique sur l'avenir. Mais la jeunesse, cette jeunesse ouverte sur le monde, me conforte dans le sentiment que les choses vont évoluer tôt ou tard et ces vieux dinosaures-là vont être balayés par les limites biologiques
Parce que quand on ne pourra pas indéfiniment vivre et s'accaparer du pouvoir, le changement va venir. On va terminer avec ce mot de la fin, plutôt optimiste, la jeunesse, la résistance et un dessin de l'or. Un dessin du dessinateur burkinabé Damien Glé qui vient un petit peu illustrer les propos de Ziyad. Toujours plus d'élections, à quand plus de démocratie? Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Et on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Karim. Ton micro qui risque de tomber apparemment. Karim, on commence tout de suite par les attentats de Bruxelles et un frère qui est emporté aujourd'hui dans le tourbillon médiatique. Alors on va en parler. C'est vrai qu'on a beaucoup vu le visage de Najim Lachraoui à la une des sites d'information. Ici, c'est le site du Soir de Belgique qui tente de faire le profil de ce kamikaze de l'aéroport, qui était aussi un ancien étudiant de l'ULB, mais c'est son frère, Mourad, qui s'est retrouvé bien malgré lui devant les médias. Alors, il a demandé à ce que son visage soit flouté. Dans la vidéo, son visage est flouté, mais son visage est partout à la une des sites d'information. Mourad Lachraoui s'est dit accablé par les agissements. Alors, on a retenu surtout qu'ils étaient plus de 100 journalistes à tenter de recueillir son point de vue. Ce jeune homme, comme le soulignent beaucoup d'internautes, n'a strictement rien à voir avec les agissements de son frère, mais il se retrouve en quelque sorte en première ligne. Ceux qui s'intéressent un petit peu au sport le connaissent parce qu'il a représenté la Belgique au championnat du monde de taekwondo. Et c'est vrai que ce parcours à l'antipode de celui de son frère a l'air d'intéresser particulièrement les journalistes. Ce tweeto souligne même éducation et deux chemins, rien n'est si simple. Alors que le site de BFM, la radio-télévision, écrit sur cette page: les frères Lachraoui, la même enfance, les vies opposées. Mais pour les internautes, il faut surtout retenir ce jeune homme qui se retrouve face aux médias alors qu'il n'a rien demandé. Il est totalement dépassé, écrit Capu, ou encore cet autre internaute qui trouve l'attitude de la presse pas forcément très digne, voire obscène. Ce que la presse fait à Mourad Lachraoui est obscène, écrit ce tweeto, le consultant. En tout cas, il représentera la Belgique lors des prochains championnats du monde de taekwondo. Je suppose qu'il est pressé de rejoindre la surface de combat et oublier cette histoire qu'il ne risque pas d'oublier tout de suite. Donald Trump qui est utilisé dans la propagande de l'organisation de l'État islamique. Alors c'est à lire sur le site Slate, puisque Donald Trump apparaît dans une vidéo de propagande. En tout cas, un groupe proche de l'organisation État islamique a publié une vidéo. Et après les images des attentats qui ont frappé l'aéroport et le métro de Bruxelles, on voit le visage de Donald Trump au milieu des flammes, avec cette phrase qu'il a prononcée: « Bruxelles était une ville formidable, une des plus belles villes du monde il y a 20 ans. Maintenant, c'est l'horreur absolue. » Du côté de l'organisation État islamique, ce n'est pas forcément les seuls à utiliser Donald Trump, on va le voir. En tout cas, pour un certain nombre d'observateurs, notamment du côté de ce site internet, celui de Gawker, finalement, Trump est le parfait instrument de propagande anti-Occident. Cet article nous explique que cet Américain riche, célèbre, mais un peu grotesque, qui rêve de bombarder le Moyen-Orient et qui rêve d'interdire l'accès au sol américain aux musulmans, eh bien, Daesh n'en espérait pas autant pour porter sa propagande. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas que Daesh. Le groupe terroriste Al-Shabaab avait lui aussi utilisé une déclaration de Donald Trump. C'était en janvier dernier. Et presque prémonitoire, en décembre de l'année dernière, Hillary Clinton expliquait que Donald Trump était en train de devenir le meilleur recruteur de Daesh. C'était pendant un débat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si l'organisation État islamique utilise les mots de Donald Trump, eh bien, ces attentats, en quelque sorte, Donald Trump les utilise aussi. Il avait constaté avec un certain cynisme, lors des attentats du 13 novembre à Paris, que sa cote de popularité était sérieusement remontée. Merci beaucoup. Merci Karim. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24.